le Burkina Faso, le Niger, et qui ont pris plus de fonds aux frontières avec le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc nous, notre bureau travaille depuis évidemment le début du conflit sur les différentes violations et exactions qui ont été commises dans le cadre du conflit de manière générale au Sahel. Et nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement pour ce rapport-là à la situation des villes et des villes assiégées au Burkina Faso. Donc peut-être un petit point de définition pour vous expliquer ce que nous on entend en Amnesty International comme ville assiégée. On appelle tout communément ville en plus ou plus, mais le terme exact c'est ville assiégée ou sous état de siège. C'est une ville ou un village qui est assiégé par des groupes armés, qui est une localité où l'armée et des volontaires pour la défendre, mais aussi au moyen d'engins explosifs improvisés sur la route principale pour limiter le trafic vers ces localités, et enfin par des attaques occasionnelles contre les personnes, mais aussi des militaires et des convois de ravitaillement qui tentent d'arriver jusqu'à ces localités assiégées. Pourquoi avoir décidé de travailler sur cette thématique spécifique et d'avoir choisi d'y consacrer un travail de recherche? D'abord parce que c'est un phénomène au Burkina Faso qui s'accentue et qui se répand sur une grande partie du territoire. Cette tactique consiste donc à assiéger des villes et des villages, même si elle était déjà en vigueur dès 2019 dans la ville d'Arbida, on en parlera. Cette tactique s'est considérablement intensifiée en 2022, principalement en réaction à la mobilisation nationale qui avait été lancée par les autorités burkinabées de mobilisation donc des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Dès cette annonce, Ansar al-Islam, donc un des groupes armés, avait annoncé des mesures de représailles contre des communautés au sein desquelles étaient issus ces VDP ou des communautés où ces VDP seraient postés, et avait annoncé des restrictions de la liberté de circuler dans plusieurs de ces localités. Aujourd'hui, on pense qu'avec les informations qu'on a collectées, il y a au moins 46 localités qui sont sous une forme particulière de siège imposé par les groupes armés au Burkina Faso. Ces villes, elles se répartissent sur tout le territoire national quasiment, donc ce n'est pas limité à une région en particulier. On va développer ça, et si on se base sur les estimations du recensement général de la population, c'est aujourd'hui une population qui dépasse le million d'habitants qui est directement affectée par ces politiques brutales de siège, soit un burkinabé sur 25. La deuxième raison pour laquelle on a décidé de travailler sur cette question, c'est que l'intensification des politiques de siège s'accompagne d'une multitude de violations des droits humains et d'exactions commises à l'encontre des populations civiles. Là aussi, on va développer tout à l'heure. Troisième raison, c'est une tactique qui touche aussi, par sa nature, évidemment, de façon disproportionnée les civils. Le bilan humain de ce conflit est de plus en plus lourd. On parle de milliers de victimes, en particulier dans ces zones assiégées. Et si on prend l'année 2022, qui est l'année la plus meurtrière jamais enregistrée, ce sont près de 1500 civils qui ont été tués. Enfin, dernière raison, c'est aussi parce que cette tactique accentue un problème majeur que nous avions identifié lorsque nous avions fait une première mission exploratoire au Burkina Faso en 2022, à savoir une réponse humanitaire insuffisante apportée aux populations qui sont assiégées, enfin de manière générale prises en tenaille entre les groupes armés d'un côté et parfois l'armée et le VDP de l'autre. La crise humanitaire est à la fois ça le singulier, c'est qu'elle est à la fois très importante par son ampleur. Ce sont aujourd'hui, par exemple, près de 2 millions de Burkinabés qui sont déplacés à l'intérieur du pays, soit près de 10% de la population. Et en même temps, c'est une crise humanitaire qui fait partie des plus négligées au monde, avec une très très faible attention médiatique et évidemment des financements très largement insuffisants pour y répondre. Or, cette tactique du siège, parce qu'elle s'attaque aux civils et parce qu'elle empêche la réponse humanitaire, accentue encore davantage ce problème important auquel sont confrontés les Burkinabés. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de travailler spécifiquement sur cette question-là. Pour cela, nous avons effectué plusieurs missions. Une première mission exploratoire, je l'ai dit, en 2021, et ensuite 2 missions de recherche au Burkina Faso
en novembre-décembre 2022 et en mai-juin 2023. Et nos équipes ont rencontré à Ouagadougou et à Waïgouya des personnes déplacées dans les pays qui ont fui 16 des 46 villages assiégés, ainsi que du personnel humanitaire, des journalistes, des membres de la société civile et des membres du corps diplomatique. Plusieurs ministères ont été contactés, nous avons donc essayé de rencontrer à l'occasion de ces missions, mais nos sollicitations sont restées sans réponse. Plus tard, nous avons aussi demandé à un consultant de compléter les témoignages recueillis et de mener des entretiens supplémentaires à Dori et à Arvida auprès de personnes déplacées. Donc c'était en mai et juin 2023. Donc au total, ce sont près d'une centaine de personnes que Amnesty a rencontrées pour préparer ce rapport. Près d'une centaine de personnes spécifiquement affectées par le conflit dans le nord et l'est du Burkina Faso. Nous avons aussi adressé nos principales conclusions détaillées dans le présent rapport au Premier ministre du Burkina Faso en septembre, à la fois pour solliciter une réponse à ces conclusions et aussi pour obtenir des réponses à certaines questions complémentaires que nous avions pour compléter notre rapport. Des lettres additionnelles ont été envoyées à 7 ministères sur recommandation du cabinet du Premier ministre, mais à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Voilà, donc je voulais simplement donner ces petits éléments de contexte et vous expliquer donc pourquoi nous avons décidé de travailler sur cette question qui me semble très importante. Je vais donc donner la parole d'abord à mon collègue Ousmane Diallo qui va revenir sur les axes principaux de ce rapport et détailler un petit peu l'impact sur les droits humains des politiques de siège des localités au Burkina Faso. Merci beaucoup Samira et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence pour discuter de ce rapport sur le Burkina Faso, notamment excusez-moi, je pense que c'est de la politique de siège sur les droits humains des populations civiles qui vivent dans les zones de conflit, notamment dans les villes assiégées, mais aussi sur l'ampleur de cette politique de siège qui affecte au moins 46 villages à la date du mois de juillet 2023, donc allant de la localité de Tinakof et d'Arbinda dans le nord à Pama dans le sud du Burkina Faso. Et enfin, je voudrais axer mon dernier propos sur la réponse gouvernementale et les défis dans cette réponse-là, ainsi que les tensions qu'il y a eu au cours de la dernière année entre le gouvernement et les acteurs humanitaires par rapport à la réponse à cette situation. Donc, un élément central à considérer, cette politique de siège-là, elle varie beaucoup. On l'avait déjà vu à Arbinda en 2019, donc au tout début du conflit par Ansar al-Islam. On peut le voir aussi dans d'autres pays de la région comme le Mali, où plusieurs villes ont été restreintes d'accès ou assiégées par les groupes armés, comme Tombouctou dernièrement. Mais au Burkina Faso, cela se manifeste d'une manière brutale dans plusieurs villes, donc comme à Djibo, comme à Titao, comme à Sebba, dans le nord du pays, mais aussi comme à Diapaga, à Mangodara dans l'ouest, dans le sud-ouest, et aussi à Pama dans le sud profond. Et donc cette politique se manifeste d'abord par des interdictions d'accès aux champs et au pâturage aux communautés villageoises, donc des injonctions qui sont faites par Ansar al-Islam, en particulier dans la zone de Djibo, où les populations sont interdites de cultiver leurs champs ou de faire paître leur bétail dans les zones alentours. Et cela a un impact assez important parce que nous parlons de communautés qui dépendent essentiellement de l'activité rurale, donc de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins, et les attaquer ou leur interdire d'accéder à ces champs-là sous peine de violence constitue une menace réelle directe à leur sécurité alimentaire. Donc, et c'est ce qu'on a pu voir à Djibo, mais aussi dans plusieurs villes assiégées comme à Titao, mais aussi à Sebba dans le nord du pays, où des personnes déplacées internes que nous avons eu à interviewer nous ont dit que les injonctions étaient venues au cours de l'hivernage 2022, donc interdiction d'accès aux champs sous peine de violence, et que les gens qui contrevenaient à ces interdictions étaient souvent victimes de violences de la part des combattants armés s'ils ne perdaient pas carrément la vie pour appliquer cette politique de siège. On le voit aussi, c'est l'impact de cette politique de siège par les attaques contre les infrastructures civiles, comme les puits, les polytanks et toute l'infrastructure aquifère dans les zones de conflit,
mais aussi dans les infrastructures civiles comme les ponts. Donc régulièrement, on entend que le pont de Naré, qui relie la route allant de Kaya à Dori, a été dynamité ou saboté par les groupes armés. Et c'est un moyen pour complètement enclaver toute la région au nord de ce pont de Naré-là, donc la région du Sahel burkinabé, et permettre aux groupes de pouvoir se déplacer et de mener leurs activités dans une plus grande liberté, en restreignant l'accès non seulement aux opérations militaires, mais aussi aux populations civiles et aux commerçants qui sont mobilisés pour ravitailler les villes sous blocus. Donc l'importance de ces attaques-là est devenue tellement manifeste en 2022 que beaucoup d'acteurs ont commencé à relever le nombre de puits de polytank ou bien de séances de distribution d'eau qui ont été interrompues sous la violence par les groupes armés. Donc on a pu le voir à Djibo, mais aussi dans plusieurs autres zones, comme à Seba, où les puits ont été attaqués, mais aussi les infrastructures de télécommunications, comme les pôles permettant la communication par GSM, ont été sabotés pour vraiment... je pense qu'il marche, ouais. Donc, où ces installations-là ont été sabotées pour empêcher toute communication de ces villes sous blocus, ou limiter la communication entre ces villes et aussi disons Ouagadougou et les capitales ou bien les régions qui sont moins affectées par le conflit. Un élément central aussi de cette imposition ou bien de cette exécution de cette politique de siège par les groupes armés, essentiellement par Ansar al-Islam, sont les violences basées sur le genre. Donc des menaces contre les femmes et les jeunes filles. Des incidents ont été documentés à Djibo, mais aussi à Arbinda au mois de janvier 2023 et à Barsalogo, où on a assisté à des cas de détention longue ou bien même d'enlèvement de jeunes femmes et de femmes qui étaient en fait obligées de sortir de leur village ou bien de leur commune pour collecter des fruits sauvages ou bien d'autres aliments, parce que les villes et les communes dans lesquelles ils vivent sont sous blocus par ces groupes armés. Comme ces populations-là sont difficilement ravitaillées par les autorités à cause des attaques et de l'enclavement qui est consécutif à cette politique de blocus, souvent les femmes et les jeunes filles sont obligées de sortir pour aller dans les zones périphériques, collecter soit du bois mort pour la chauffe ou bien des fruits sauvages. Donc, pour permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est dans ce contexte-là que souvent on assiste à ces arrestations-là, ces détentions par les groupes armés, donc à Djibo en novembre-décembre 2022 et d'une manière beaucoup plus spectaculaire à Arbinda en janvier 2023, où 66 femmes accompagnées de leurs bébés ont été arrêtées pendant plusieurs jours par des combattants d'Ansar al-Islam, avant d'être libérés vers Tougouri. Donc, et on a pu aussi le voir à Barsalogo au mois de mai 2023, où des incidents de longue détention ont également été notés contre des femmes qui étaient sorties des zones qui étaient placées sous blocus par les groupes armés. Donc, au-delà de ça aussi, il y a toutes les entraves à la liberté de mouvement qui impactent massivement les populations civiles. J'ai parlé tout à l'heure des ponts et des infrastructures civiles qui ont été sabotées, détruites. Il y a aussi la présence d'engins explosifs improvisés, qui est devenu un phénomène particulièrement sévère dans les régions du nord et de l'ouest du Burkina Faso en 2023 et en 2022, à cause de cette exécution-là de la politique de siège par les groupes armés. Et de manière générale, si on regarde la situation au Burkina Faso et les tensions qui naissent de cette politique, avec la mobilisation des VDP, il y a des contrôles irréguliers de part et d'autre. Donc les contrôles irréguliers par les groupes armés, mais aussi des contrôles irréguliers par les volontaires pour la défense de la patrie, dont la mobilisation en novembre 2022 a entraîné un message public de la part du groupe armé Ansar al-Islam, menaçant toutes les communautés burkinabées qui allaient participer à cette mobilisation-là de représailles et menaçant les autorités de bloquer l'accès à toutes les villes du Burkina Faso s'ils persistaient dans cette politique. Et donc, pour parler de ces contrôles irréguliers
en particulier dans la boucle du Mou, qui est une région de l'ouest du Burkina Faso, où ça a été particulièrement noté par les acteurs qui opèrent sur le terrain. Donc souvent on nous disait que la boucle du Mou était devenue le nouveau théâtre du conflit en 2023. Et on peut le noter notamment autour de l'axe de Nouna, où lorsqu'il y a eu l'attaque contre des civils en 2022, décembre 2022, par des groupes d'Ozo qui étaient en formation pour devenir des VDP, depuis lors, on assiste à un blocus autour de la ville. Donc un siège, des restrictions d'accès de la part des combattants d'Ansar al-Islam autour de la ville. Et ce qu'on a pu noter, c'est que souvent ces combattants-là vérifiaient les pièces d'identité des passagers, des véhicules et bus qui allaient, disons, de Tougan à Nouna. Et lorsque ces gens-là étaient originaires de Nouna, on assistait parfois à des exécutions ou bien à des homicides illégaux. Donc c'est des représailles contre toute une communauté. Et cette même tendance a été également documentée dans la région de l'Est du Burkina Faso, en particulier dans la commune de Tanoual-Bougou, où des personnes déplacées internes de la zone nous disent que beaucoup des habitants qui sont originaires de Tanoual-Bougou, pour éviter les représailles des groupes armés, changent leur document d'identité et modifient leur lieu de naissance pour éviter d'être victimes de représailles de la part de ces groupes armés-là. Et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Une peur des contrôles irréguliers par les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont également présents dans cette zone de conflit-là et dont l'activité contribue à toute cette spirale de violence. Et un élément central que l'on voit beaucoup moins, mais qui est tellement important dans l'impact de cette politique de siège, c'est l'effet sur l'inflation et la vie des populations qui vivent toujours dans les villes sous siège. Donc en discutant avec des personnes déplacées internes, parce que l'effet de cette politique de siège, c'est de pousser à quitter Djibo, Seba, Tanoual-Bougou, Panchangu, Diapaga et toutes ces villes sous blocus, et aller vers les capitales régionales, que ce soit vers Waïbouya, Fadagourma ou bien Ouagadougou. Et donc, les gens, par exemple, de Djibo nous disaient que le marché de Djibo, qui était un des marchés à bétail les plus connus de l'Afrique de l'Ouest, les plus importants, nous disait que le marché est complètement mort. Il n'y a plus de produits, il n'y a plus rien à acheter, il n'y a plus rien à vendre, et que même si un habitant de Djibo disposait d'argent, c'était très difficile pour s'acheter des vivres en 2022 parce que le marché est complètement non approvisionné et que l'approvisionnement se fait difficilement à travers les convois de ravitaillement qui sont souvent attaqués en dépit de l'escorte militaire par les groupes armés. Donc c'est le cas par exemple de ce qui était arrivé le 26 septembre 2022 à Gaskandé, donc le convoi de ravitaillement allant vers Djibo, qui a été attaqué et dont l'attaque qui a causé la mort de 37 personnes avait entraîné la chute du gouvernement du lieutenant-colonel Damiba au Burkina Faso. Et au-delà de ça, à Djibo, il y a des cas anecdotiques d'enfants morts de malnutrition à cause de la raréfaction des produits. Comme les hôpitaux aussi sont très peu approvisionnés parce que l'impact de cette politique de blocus, c'est que les centres médicaux qui sont à Djibo, qui sont à Seba, n'ont pas assez de médicaments. Ou bien le flux de médicaments a beaucoup diminué. Donc les gens ont acquis cette tendance-là à ne même plus aller dans les centres de santé parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas assez de médicaments. Et donc c'est une peine de plus. Mais un élément aussi qui a été noté dans les entretiens et qui est très important, c'est l'impact de cette politique-là sur les personnes vulnérables. J'ai parlé des enfants, mais aussi des personnes âgées. Donc, dans les stratégies de survie des communautés, vu que les personnes âgées ont moins de force pour faire le trek vers la sécurité en quittant la ville, souvent contre la position des militaires, parce que ce qui a été documenté aussi, c'était que les militaires et les VDP empêchaient la sortie des villes sous blocus, en particulier à Djibo. Donc dans cette stratégie où les populations passent par des voies détournées,
souvent les personnes âgées qui ont moins de force, moins de capacité, sont laissées dans les villes. Donc ce sont les bras valides, un petit peu qui quittent et qui laissent les personnes qui ne sont pas capables de suivre ou de subir les conditions ou les rigueurs du voyage. Et un autre élément, c'est l'inflation donc, qui existe dans les villes sous blocus, comme ils sont peu approvisionnés. Tous les produits de première nécessité flambent, donc comparé à la moyenne nationale. Et donc il y a une double peine pour ces populations-là, parce qu'elles sont non seulement vivent dans des conditions très dures où leur liberté de mouvement, l'accès aux champs est restreint par l'activité des groupes armés, mais la vie devient beaucoup plus chère que dans les zones qui ne sont pas assiégées. Mon second point portait sur l'ampleur de cette situation au Burkina Faso. Donc tout à l'heure, on a parlé de près d'1 million de Burkinabés qui seraient affectés par cette politique de siège-là, si l'on se base sur les données du recensement de 2019. Et ces 1 million de Burkinabés sont répartis tout le long du territoire. Donc en passant du nord du Burkina, frontalier avec le Mali, au sud du Burkina, donc en passant vers Pama, mais aussi Diapaga, et de plus en plus vers Kampianga, où l'accès devient de plus en plus restreint à cause de l'activité des groupes armés. Et donc c'est une couverture qui est assez étendue sur le périmètre géographique du Burkina Faso. D'ailleurs, le Premier ministre du Burkina Faso, lors de son intervention devant l'Assemblée nationale au mois de mai 2023, disait que les autorités ne contrôlaient que 65% du territoire national. Donc, en discutant avec d'autres acteurs, il pourrait dire que les autorités ne contrôlaient qu'entre 40 et 60% du territoire national. Mais dans tous les cas, on se rend compte que près de 30% du territoire burkinabé échappe aux autorités. Et c'est dans ces zones-là où opère l'influence de ces groupes armés-là. Et on peut voir par exemple l'impact de ces blocus-là sur les populations comme à Pama, où des acteurs humanitaires nous ont dit que la population de la commune s'est fortement réduite, allant de 20 000 habitants avant le blocus à près de 5 000 après la mise en place du blocus, parce que plus rien ne fonctionnait dans la ville. Et cette politique-là a été renforcée. Donc cette stratégie de siège, même si elle existait avant, est devenue beaucoup plus violente et beaucoup plus brutale après l'annonce du recrutement de 50 000 VDP par les autorités en novembre 2022. Comme je le disais tantôt, le Ansar al-Islam a fait une communication officielle pour dire qu'ils allaient répondre à cette politique-là en punissant les communautés et en bloquant l'accès à plusieurs villes du Burkina Faso. Et de manière générale, vu que cette politique atteint presque 35% du territoire burkinabé, on voit que ça a un impact sur les droits à l'éducation et à la santé des populations. Au mois d'octobre 2023, il y avait près de 3,5 millions d'élèves burkinabés qui étaient affectés par la fermeture. Donc il y avait près de 3,5 millions de burkinabés qui étaient affectés par la fermeture ou la réduction des soins de santé au Burkina Faso. Donc parce que dans ces zones qui sont au front et qui sont assiégées, les centres de santé deviennent moins opérationnels parce qu'ils sont peu ravitaillés, ou bien parce qu'ils sont simplement fermés, ou bien simplement parce que leur capacité d'opération est réduite, c'est-à-dire que leur staff est réduit et les besoins en santé qu'ils fournissent aux populations ne peuvent plus être respectés, ils sont fortement réduits. Et cela affecte près de 3,5 millions de Burkinabés. Si on parle des droits à l'éducation, cela fait longtemps qu'on parle des attaques contre l'éducation au Burkina Faso, mais à l'heure actuelle, il y a près d'1 million d'élèves qui sont affectés par la fermeture de 6100 écoles au Burkina Faso. Donc ça, c'est un phénomène qui est en train de durer dans le temps, parce qu'on en parlait déjà en 2018, en 2019. C'est une tendance qui se maintient et qui s'aggrave même d'une certaine manière. Et il faut voir par exemple l'impact que cette fermeture, que ces atteintes au droit à l'éducation et à la santé peuvent avoir sur toute une génération de Burkinabés qui n'ont pas eu les mêmes droits à l'éducation que ceux que leurs aînés, d'une certaine manière.
Si on prend un enfant burkinabé né en 2013 par exemple, et surtout qui vit dans les régions du Nord, on peut penser que sa formation en éducation, son éducation a été beaucoup plus impactée par le conflit que l'enfant burkinabé né en 2003, d'une certaine manière. Enfin, mon dernier propos va porter sur la réponse gouvernementale à cette politique. Donc cette réponse gouvernementale se manifeste par, comme je l'avais mentionné, par la mobilisation des volontaires, mais aussi par des efforts de ravitailler les villes sous blocus, avec des coûts assez onéreux pour les autorités, mais aussi en termes de déploiement militaire, et aussi qui se manifeste aussi par des tensions avec les acteurs humanitaires, notamment sur l'obligation d'escorte armée, qui est une obligation de facto au Burkina Faso. Donc pour les acteurs humanitaires qui sont présents au Burkina Faso, le principe de neutralité humanitaire veut que lorsqu'ils utilisent les convois routiers, qu'ils se déplacent dans des véhicules, que leurs véhicules identifiés humanitaires se déplacent sans escorte armée. Mais selon un arrêté ministériel du ministère des Transports datant d'août 2022, tous les convois routiers, qui passent dans les zones de conflit au Burkina Faso et qui transportent des matières dangereuses sont sous obligation d'escorte militaire. Donc théoriquement, l'arrêté ministériel ne cible pas les acteurs humanitaires, mais en pratique, les acteurs humanitaires sont ciblés par cet arrêté ministériel-là. Et comment cela se manifeste? Par une réduction du trafic routier des humanitaires au Burkina Faso pour respecter le principe de neutralité humanitaire. Donc cela crée aussi beaucoup de tensions avec les acteurs gouvernementaux. On a vu par exemple en décembre 2022 l'expulsion de la résidente coordinatrice humanitaire par les autorités gouvernementales à cause de décisions prises à l'interne par les Nations Unies, mais aussi par l'absence d'un cadre de discussion et de coordination entre les autorités militaires et les autorités humanitaires. Donc pendant longtemps, cela a été absent, entravant toute possibilité de discussion et de négociation avec les acteurs humanitaires. De manière opérationnelle, dans les régions du Sahel et de l'Est, on peut voir aussi des mesures administratives qui impactent sur l'assistance humanitaire, comme par exemple l'interdiction des transferts monétaires qui ont été mis en place dans la région du Sahel en janvier 2023 et dans la région de l'Est en avril 2023. Donc cette interdiction de transfert monétaire était très utilisée par les acteurs humanitaires, surtout parce que l'accès devenait de plus en plus difficile aux populations. Donc c'était beaucoup plus simple de faire des cash transfers pour permettre aux populations de subvenir à leurs besoins. Mais en novembre 2022, le gouverneur du Sahel, de la région du Sahel, au Burkina Faso, a estimé que ces transferts monétaires contribuaient à créer une dépendance auprès des personnes déplacées internes et à casser la cohésion sociale au sein des populations, et donc il fallait y mettre fin. Et le gouverneur de l'Est a suivi aussi en interdisant les transferts de cash monétaire, et cela se manifeste. La réponse des acteurs humanitaires a été de dire que les transferts monétaires répondent à un besoin pressant pour les populations. Les acteurs humanitaires établissent la liste des bénéficiaires en se basant sur les enregistrements faits par les autorités gouvernementales. Donc les enregistrements des personnes déplacées internes qui est fait par la CONASUR. Certaines organisations humanitaires peuvent faire d'autres évaluations pour identifier les personnes qui ont des besoins, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui le font. Mais d'une certaine manière, cette interdiction de transfert monétaire contribue et participe à un climat de tension entre acteurs humanitaires et entre acteurs gouvernementaux dans un contexte où les besoins des populations, des villes assiégées, mais aussi même au-delà, ne font que croître depuis plusieurs années. Et cette réponse des autorités gouvernementales se manifeste aussi parfois par des attaques indiscriminées contre les populations civiles.
Là, je vais terminer mon propos en parlant de l'incident de Holdé qui a eu lieu le 9 novembre 2022, où les autorités militaires avec des VDP ont attaqué un village situé à 7 km de Djibo, tuant au moins 49 personnes, donc principalement des femmes. Donc dans 3 maisons de Holdé. Et ce qu'il est important de noter à Holdé, c'est que Holdé est un village qui se situe à 7 km de Djibo. Mais alors que les gens de Djibo ne peuvent pas accéder aux champs ou bien au pâturage, les gens de Holdé peuvent accéder aux champs et au pâturage parce que l'influence et l'autorité de l'État est beaucoup moindre comparé à Djibo. Et c'est un village qui est plus ou moins sous influence d'Ansar al-Islam, qui passe régulièrement, qui collecte de la zakat. Et donc c'est important d'analyser cette dynamique-là entre Holdé et Djibo parce que les gens de Djibo, dont des personnes que nous avons interviewées, se trouvaient à Holdé lors de l'attaque. Et les gens-là se trouvaient à Holdé parce qu'ils voulaient acheter des vivres. Donc, parce qu'ils voulaient acheter du mil, qui était beaucoup moins cher à Holdé comparé à Djibo. Et cette dynamique-là, cette dynamique où des villages qui sont des zones qui sont presque voisines ont des situations très différentes face à cette politique de blocus, se manifeste très clairement entre Holdé et Djibo, où l'attaque de l'armée, qui répondait d'une certaine manière à l'attaque contre le 14e régiment interarmes à Djibo, le 24 octobre, a causé la mort d'au moins 49 personnes. Je pense que les autorités onusiennes avaient interpellé le gouvernement sur cette attaque-là et que, il y avait un déni de cette attaque, mais les témoignages recueillis par Amnesty auprès des survivants de cette attaque et auprès de leurs personnes ne font aucun doute sur la responsabilité des autorités gouvernementales dans cette attaque qui a eu lieu le 9 novembre 2022. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Ousmane pour cet exposé détaillé donc, de la situation dans les villes assiégées du Burkina Faso. On va vous faire part aussi des recommandations qui sont dans ce rapport qui s'adresse aux autorités et un certain nombre d'acteurs impliqués dans le conflit. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci donc à Samira d'abord d'avoir posé le contexte et à Ousmane aussi d'avoir posé les problèmes qu'il y a par rapport à ce rapport. Donc comme on vous l'a dit au début, il y a beaucoup de recommandations et pour toutes les parties prenantes. Donc nous ne pourrons pas faire, vous donner toutes les recommandations ici, vous les trouverez dans le résumé et dans le rapport qui est à votre disposition. Mais il faut déjà savoir que ces recommandations s'adressent d'abord à toutes les parties et ensuite aux principaux acteurs. Donc le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, les groupes armés, l'Union africaine et enfin les partenaires internationaux du Burkina Faso. Je vais commencer par les recommandations qui s'adressent à toutes les parties. Une des premières recommandations, c'est de mettre fin aux attaques qui ciblent les civils partout au Burkina Faso et également aussi de mettre fin aux attaques des moyens de subsistance, en tout cas visant à la survie de la population. Comme on en a parlé, les infrastructures liées à l'eau sont souvent attaquées. Donc mettre fin à toutes les attaques contre les civils. Il y a aussi autorisé un accès rapide et sans entrave au personnel et à l'aide et au matériel humanitaire aux civils qui sont affectés par le conflit. La troisième recommandation pour toutes les parties est de veiller à ce que le droit international humanitaire soit respecté par tous. Maintenant, je vais vous parler un résumé des recommandations qui sont adressées au gouvernement du Burkina Faso. Comme vous l'avez entendu, les populations civiles sont très affectées. Donc, c'est de veiller au recensement et à l'évaluation des besoins
de ces populations et de ces personnes déplacées. Ensuite, de travailler avec toutes les parties pour que les personnes déplacées, notamment les enfants dont on a parlé, et les personnes âgées les plus vulnérables, aient un accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation et à un abri. Coordonner avec les organisations humanitaires pour que les habitants des villes et des villages assiégés puissent recevoir une aide humanitaire. Faire en sorte aussi qu'il y ait des enquêtes. On vous a parlé d'exactions, de violations des droits humains qui sont commis, notamment par les groupes armés, par l'armée, les VDP, afin que tous les coupables soient reconnus et puissent bénéficier d'un procès équitable aussi. Maintenant, les recommandations aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Mettre fin aux attaques visant les civils. On vous a parlé de déploiement de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie. Donc, avant leur déploiement, de les former au droit international humanitaire ainsi qu'au droit international relatif aux droits humains. Recommandations pour les groupes armés. Nous les appelons à s'engager publiquement à respecter les dispositions du droit international humanitaire et à condamner les atteintes aux droits des hommes commises par leurs membres. Et de veiller surtout, et ça c'est un point très important, à ce que les organisations humanitaires puissent bénéficier d'un accès aux localités qui sont assiégées. Pour cela, il faut qu'ils aident à favoriser l'évacuation des personnes malades, notamment et de tous les civils qui en souhaitent, qui en font le souhait, notamment les personnes âgées, les enfants, qui veulent quitter les zones assiégées. Les recommandations pour l'Union africaine, c'est de condamner les crimes de dos relatifs au droit, en tout cas de droit international, et les violations commises par toutes les parties. Il est demandé aussi à l'Union africaine d'appeler les autorités du Burkina Faso à soutenir l'accès à l'assistance humanitaire à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Enfin, je termine par les recommandations pour les partenaires internationaux qui sont appelés à soutenir davantage la fourniture de l'aide humanitaire, d'accroître l'aide à l'effort humanitaire, surtout par rapport à la santé, à l'éducation, à l'eau, au logement et à la protection. Enfin, nous les encourageons à travailler avec l'État du Burkina Faso pour respecter la neutralité humanitaire. Comme Ousmane l'avait souligné, il y a des escortes militaires et il est demandé justement de remplacer ces escortes et donner un accès sans entrave par rapport aux zones assiégées. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport aux recommandations. C'est un résumé, mais le tout se trouve dans le rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abibatou. Donc nous avons fini avec les présentations des principaux éléments de ce rapport. Je vais prendre des questions. Nous avons des collègues qui sont connectés aussi du Burkina. Je vais commencer peut-être ici dans la salle. Il y a un micro qu'on peut faire circuler. Ok, je vais prendre quelques questions et on va répondre. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions, Ami? Il n'y a pas de questions dans la salle. Questions dans la salle? Il y a des questions? Oui. Ok, là je vois Lucien qui a une question. Ok, allez-y, on vous écoute. Attendez, je vais mettre le son, excusez-moi. Je vais essayer d'enregistrer. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je vous entends très bien. Ma question porte sur la première série de recommandations. En réalité, j'ai compris que le message dans votre première série de recommandations s'adresse aux amis, puisque vous recommandez à ce que permettre à ce que le minimum puissant puisse parvenir aux populations. Recommandez aussi à ce que les attaques de police vis-à-vis
ces populations-là, aussi qui sont les personnes âgées, notamment, de pouvoir sortir. Maintenant, ma question est ici. Oui, j'entends, on a l'impression qu'ils sont dans une guerre normale, dans une guerre classique. On a des partis qui s'affrontent et on demande à l'une des parties de mettre en application les règles liées à la guerre. Mais ici, dans notre contexte, nous avons affaire à des individus qu'on met à peine, on les appelle ici des personnes armées identifiées. Est-ce que, avec ces personnes, comment vous pensez que vos recommandations puissent être prises en compte, mises en application? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, bonjour. Je m'appelle Tchemoko Boubacar, je suis journaliste. En fait, je vois ici dans le rapport que les recherches ont été menées entre 2022 et 2023. Certes, je sais que vous avez les délégués, mais je voulais savoir, les délégués, ils sont composés des hommes en uniforme ou bien ce sont des personnes spécifiques? Quand même, ce sont des zones très dangereuses. Moi, je me pose la question, comment vous allez mobiliser ces gens-là pour aller jusque sur le terrain, surtout dans ces zones très difficiles d'accès pour nous remonter toutes ces informations? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Non? Ok, peut-être rapidement avant de donner la parole à mes collègues qui souhaitent répondre sur la première question. Ah, s'il y a une autre question. Vous avez une autre question, Lucien? Non. Ok. Ah oui? Ok. Ma question c'est à propos de la méthodologie. Sûrement que c'est dans les documents que nous allons bientôt recevoir. Sinon, c'est en lien avec la question qui vient de poser. On aura besoin de connaître vraiment la méthodologie utilisée pour pouvoir récolter ces données. Et ça devrait être. Merci. D'accord. Donc rapidement, avant de donner à parole à mes collègues, sur la question des recommandations aux groupes armés, donc évidemment nous documentons les violations qui sont produites et les exactions et nous nous adressons aux différents acteurs, soit qui sont responsables de ces exactions, soit ceux qui peuvent avoir une influence pour mettre un terme à ces exactions, et nous formulons des recommandations qui devraient pouvoir mettre en place pour que ces exactions cessent. Donc nous n'avons pas un niveau d'influence qui nous permet de dicter aux groupes armés ce qu'ils doivent faire, mais nous n'avons pas non plus, nous ne pouvons pas non plus dicter aux États ce qu'ils doivent faire, et pourtant, voilà, notre manière de fonctionner, c'est de considérer que d'abord on documente, et qu'ensuite on met face à leurs responsabilités les acteurs concernés, et le fait de documenter ces actes, même si ce sont des groupes armés non identifiés, ça permet aussi d'abord de constituer une documentation qui peut demain être utilisée pour que ces personnes soient jugées. Et puis évidemment, c'est parce qu'il y a documentation, dénonciation, mobilisation que potentiellement la situation peut changer. Je vais donner peut-être la parole à... Tu veux compléter, Abibatou, sur la recommandation sur les délégués sur place et la méthodologie, Ousmane? Oui, parfait. Je vais juste compléter sur les recommandations. Amnesty International, comme mentionné dans le rapport, on considère le conflit au Burkina Faso comme un conflit armé non international, donc avec des parties belligérantes connues, donc le gouvernement, Ansarul Islam, l'État islamique dans le Sahel, et les groupes affiliés au gouvernement comme les VDP ou bien les DOZO, et anciennement les Kogloyogo. Donc même si on peut assister à une guerre asymétrique par endroit, tous ces acteurs-là sont liés par le droit international humanitaire et doivent respecter le droit international humanitaire. Donc, même s'il est difficile d'avoir accès à eux, on formule ces recommandations-là parce que tous ces acteurs-là ils sont tenus et qu'on a documenté des violations du droit international humanitaire. Maintenant, sur les délégués et la méthodologie, ce ne sont pas des hommes en uniforme, ce sont des employés d'Amnesty International, ça peut être le chercheur, le campagnard, les collègues qui sont basés au Burkina Faso, puis on établit des protocoles de sécurité pour avoir accès à ces zones-là. Donc on n'y va pas à l'aveugle, on prépare nos missions avec des partenaires sur le terrain. On essaie de voir les personnes
ressourcent les personnes déplacées internes dans des conditions sécuritaires et confidentielles qui ne compromettent ni la recherche ni la sécurité de ces personnes-là. Et on prend toutes les dispositions pour collecter, trianguler, vérifier les informations de la manière la plus sécure et la manière la plus confidentielle possible pour tous nos partenaires impliqués sur le terrain. Donc c'est ça, nous n'étions pas avec des hommes en uniforme pour faire la mission. Hervé en ligne qui souhaite poser une question. Hervé d'accord. Et la méthodologie, je pense que Flavien a posé une question sur la méthodologie. Bon, c'est un petit peu ce que je disais, mais comme mentionné à l'orée de la conférence de presse, il y a des délégués qui étaient sur le terrain, qui ont rencontré des personnes. Il y a une personne basée au Burkina Faso qui a fait des entretiens avec d'autres personnes ressources dans les régions du Nord qui étaient difficiles d'accès. Dans notre méthodologie, nous avons envoyé un droit de réponse aux autorités burkinabées avec les principales conclusions de la recherche pour leur permettre de faire part de leur perspective sur ce que nous avons documenté. Et jusqu'à cette date-là, malgré les relances, nous n'avons pas eu de réponse des autorités burkinabées. Donc la méthodologie d'Amnesty aussi veut être la plus équitable possible envers toutes les parties, mais aussi la plus confidentielle et la plus fiable dans la collecte des données. Merci Ousmane. Donc on a une autre question en ligne. Il a levé la main, peut-être lui demander de poser sa question. Il n'y a pas de main levée, mais allez-y, celui qui veut poser une question, on vous écoute. Hervé d'accord. Hervé. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Si vous essayez de parler, on ne vous entend pas. Voilà, on vous entend. Maintenant? Oui, maintenant on vous entend. Allez. D'accord. D'accord. C'est Hervé Damba de la trésorerie au Burkina Faso. Je voudrais savoir si il serait possible, parce que je n'ai pas eu de son assez tôt, de résumer rapidement les grandes zones encore sous siège et les grandes conséquences que cela a sur les populations. Maintenant, ma question, c'est celle-là. Vous avez fait pratiquement les mêmes recommandations pour l'État et pour les groupes armés terroristes. Est-ce que vous mettez sur le même pied d'égalité et de responsabilité l'État burkinabé et les groupes armés terroristes? Merci. Alors, on ne va pas refaire la conférence de presse, donc vous aurez la possibilité de demander une interview après sur laquelle on pourra de nouveau faire le résumé, au cours de laquelle on pourra faire le résumé des principales violations et rentrer dans les détails des différentes villes. La vidéo va être disponible. La vidéo, par ailleurs, de la conférence va être mise en ligne très rapidement, là, aujourd'hui, et donc vous pourrez accéder à l'ensemble de la conférence de presse. Sur la question des recommandations, tu veux répondre? Oui, merci beaucoup. En fait, je ne sais pas si vous avez écouté si vous avez eu tout le début des recommandations. Effectivement, certaines recommandations se recoupent, notamment celles qui sont adressées à toutes les parties, notamment celles par rapport au droit international, le respect du droit international humanitaire et de cesser les attaques contre les civils. Mais chaque acteur a des recommandations spécifiques. C'est assez long, on ne pourra pas tout en parler ici actuellement, mais déjà vous pourrez voir qu'il y a une différence entre les recommandations faites au gouvernement du Burkina Faso et celles faites aux groupes armés. Très rapidement, pour le gouvernement du Burkina Faso, c'est aussi d'aider à faciliter l'assistance humanitaire aux personnes et surtout de leur permettre d'avoir des abris, l'accès à l'éducation, à la santé, etc. Par rapport aux groupes armés, comme Samira l'avait souligné, effectivement, nous ne pouvons pas imposer les recommandations aux acteurs, mais ce que nous pouvons, c'est de les exprimer et de faire en sorte qu'ils puissent les entendre effectivement.
Et c'est vrai aussi qu'à ces groupes armés, il est demandé de respecter le droit international humanitaire, parce qu'il y a des personnes qui sont dans les zones où ils sont et qui sont sous ce siège-là et qui doivent avoir accès effectivement à l'assistance humanitaire. Moi, je ne sais pas si ça va, mais c'est juste pour vous dire que, de toute façon, vous allez recevoir le rapport, normalement, n'est-ce pas, Ousmane. Il y aura un détail, les recommandations seront beaucoup plus détaillées et vous verrez qu'elles sont effectivement différentes selon les types d'acteurs sur le terrain. D'accord, merci beaucoup Abibatou. Il y a une main? Il y a d'autres questions. Je vais prendre quelques questions dans la salle. Oui, allez-y, quelqu'un peut tendre un micro là. Il y a un micro là. Bonjour, je m'appelle Dieba, je suis journaliste à immédiat.sn. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que vous n'aviez pas le pouvoir de faire bouger les choses. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, qui est interpellé pour que cette situation cesse? Les exactions, par exemple, contre les civils. C'est ça ma question. Alors, nous, ce que nous avons dit, c'est que nous ne pouvons pas ordonner à qui que ce soit, quel que soit l'acteur, de faire une chose ou une autre. Notre travail, c'est de documenter les cas de violation du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. En l'occurrence ici, ce que nous avons documenté, c'est la situation dans ces villes assiégées. Et ce que nous relevons, c'est qu'il y a un certain nombre, évidemment, de recommandations à formuler en direction des différents acteurs qui sont impliqués, mais plus des choses très spécifiques que nous attendons des autorités parce que c'est leur responsabilité, et évidemment des recommandations qui s'adressent directement aux groupes armés qui sont responsables de la mise sous siège de ces localités et qui sont responsables des violations des droits humains qui sont commises dans le cadre de cette tactique de mise sous siège. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est simplement de documenter, d'alerter. Nous allons mobiliser l'opinion autour de ce qui se passe au Burkina Faso, faire en sorte évidemment qu'il y ait une mobilisation, une prise de conscience aussi au niveau international sur l'importance de la crise humanitaire que traverse aujourd'hui le Burkina, et évidemment d'inciter autant qu'on le peut les différents acteurs concernés à faire en sorte que cette situation cesse et que les populations civiles, en l'occurrence, cessent de payer le lourd tribut qu'elles payent depuis le début de ce conflit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il veut ou bien pourquoi? C'est pas obligé ou bien? Il a demandé. Je ne sais pas quelle main, moi je ne vois pas de main. Hervé, vous vouliez de nouveau intervenir? Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Voilà. Vous avez bien revenir après sur les recommandations. Peut-être que ce n'est pas notre rôle, c'est une comme demande à des groupes d'armées terroristes pour respecter les droits de l'homme et les droits humanitaires. Et puis, quand les groupes d'armées terroristes, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont que faire du droit de l'homme. C'est donc que les groupes de votre recommandation. Ça peut paraître curieux, effectivement, mais comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Ousmane, toutes les parties au conflit, en l'occurrence celui-là, sont tenues de respecter le droit international humanitaire. Donc, vous pouvez penser que c'est un peu une bouteille jetée à la mer que de demander à des groupes armés de respecter le droit, mais la réalité, c'est que c'est leur obligation de le faire. Et donc, nous, on continuera de dire qu'ils violent le droit international et qu'ils doivent absolument le respecter. Ousmane, tu veux compléter? Oui, en fait, c'était pour dire que les groupes armés, on peut, indépendamment de l'opinion qu'on a sur eux, ils ont les obligations en tant que partie belligérante au conflit. Ces groupes armés-là peuvent être jugés par les tribunaux du Burkina Faso, comme par les tribunaux internationaux. Et s'ils sont jugés par ces tribunaux-là, c'est sur la base de leur violation du droit international humanitaire.
Nous, ce n'est pas la première fois que les organisations documentent les exactions commises par les groupes armés. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des recommandations en ce sens, mais c'est que toutes les parties sont tenues de respecter ces principes-là. C'est à eux, c'est de leur responsabilité ou pas de le respecter, mais en tant que partie belligérante au conflit, ils sont tenus de respecter ces obligations-là, et c'est le rôle d'Amnesty International et d'autres organisations de leur rappeler leurs obligations en matière de respect du droit international humanitaire. Merci beaucoup, Ousmane. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être dans la salle? Non? C'est bon? D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Il y a des interviews, donc on va aménager un petit espace ici pour les interviews individuelles. Et voilà, merci beaucoup. Et merci à ceux qui se sont connectés. On vous enverra, je pense, dans ce groupe-là, on enverra le lien pour la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu assister au début de la conférence. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Samira Daoud, je suis la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, basée à Dakar. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport d'Amnesty International sur le Burkina? Alors, nous publions aujourd'hui un rapport sur les violations des droits humains et les exactions qui sont commises dans les villes assiégées au Burkina Faso. Ce sont des villes qui sont privées d'accès par la présence de groupes armés qui sont assiégés et dont les populations sont privées de possibilités d'accéder à leurs champs ou à des puits. Les populations sont empêchées de sortir et de rentrer et sont privées aussi d'accès à l'éducation et à la santé puisque les points de santé et l'école sont fermés dans ces zones qui sont complètement assiégées par les groupes armés. Tout à l'heure, Ousmane a parlé, Ousmane Diallo, il a parlé des conséquences qui découlent de cet état de siège. Je vous revenir s'il vous plaît. Oui, alors les conséquences pour les populations dans ces zones assiégées sont désastreuses puisque les populations sont complètement privées de leur droit de circuler. Elles sont par ailleurs, comme je l'ai dit, empêchées de pouvoir accéder à leurs champs. On parle de zones qui sont des zones rurales où les populations vivent principalement soit de l'agriculture, soit de l'élevage, et donc elles ne peuvent ni accéder à leurs champs, ni procéder à laisser leurs bêtes à les paître, et donc du coup ça a un impact évidemment considérable sur la question de la sécurité alimentaire. Elles n'ont pas non plus la possibilité d'accéder à l'eau, et donc elles doivent pour certains d'entre eux aller plus loin pour chercher de l'eau et avec des risques importants pour leur sécurité. Ce sont des zones qui sont complètement coupées du reste du pays, puisque aucune aide humanitaire ne peut venir, puisque dans la mesure où les groupes armés bloquent les accès, mettent en place des engins explosifs improvisés sur les routes et les principaux axes qui permettent d'arriver à ces localités. Et donc aujourd'hui au Burkina Faso, ce sont plus d'une quarantaine de localités qui sont entièrement assiégées, en tout ou partie assiégées, et donc pour lesquelles il est urgent qu'une réponse adéquate soit apportée. Est-ce que comment comprendre cette puissance ou cette inertie de l'État? Il faut faire une question à la fois. Quel sens ou inertie ou impuissance de l'État? Comment est-ce qu'on peut analyser la situation? Est-ce qu'on peut parler d'inertie ou d'impuissance de l'État? Non, l'État essaye de répondre, mais d'abord principalement en essayant de combattre ces groupes armés à travers notamment la mobilisation des VDP et aussi d'essayer d'apporter une réponse humanitaire qui malheureusement est encore très largement insuffisante. Il est donc important, et c'est pour ça aussi que nous sortons ce rapport, pour alerter sur la nécessité d'apporter l'aide humanitaire nécessaire. Pour cela, il faut évidemment que les groupes armés laissent cette aide rentrer et cessent ces politiques cessent de priver les populations au moins d'accéder à l'aide. Parmi les réponses qui ont été apportées par le gouvernement, il y a aussi eu une sorte d'incompréhension avec les organisations humanitaires qui ont commencé à être soupçonnées aussi d'avoir une sorte de complicité avec les groupes armés qui n'a pas été documentée, mais le fait est qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et notamment qui ont entravé en quelque sorte
la réponse humanitaire. Le fait d'imposer une escorte militaire, par exemple le convoi humanitaire pour aller dans ces zones, c'est pour des raisons de sécurité, mais de fait, ça pose un problème d'impartialité pour les organisations humanitaires et qui du coup, soit réduisent le nombre de convois humanitaires qui sont programmés, soit on recourt à d'autres voies qui sont beaucoup plus coûteuses, par exemple la voie aérienne, par le fret, mais c'est beaucoup plus coûteux et donc ça réduit d'autant l'aide humanitaire. Quelles sont vos recommandations par rapport à nous, ce que nous demandons évidemment, c'est qu'on renforce, qu'on permette aux populations de pouvoir accéder à l'aide dont elle a besoin, c'est de demander aux groupes armés de condamner toutes les exactions qui sont commises et de cesser de commettre ces exactions à l'encontre des populations. Nous demandons aussi aux autorités donc, de faciliter cette aide humanitaire et notamment en ayant une réponse coordonnée avec les acteurs humanitaires, prenant en compte les différents éléments qu'on a soulignés qui sont en train d'entraver cette aide et de permettre à ce que cette réponse soit adéquate en direction des populations aujourd'hui qui ont besoin de cette aide. Dans le rapport, quels sont les types d'atrocités que vous avez pu répertorier? Vous voulez parler avec Ousmane aussi ou pas? Donc Ousmane est oui, c'est il est où? Ousmane day sur impact. Si c'est des enlèvements, si c'est des exécutions, si c'est des exécutions sommaires, entre autres, la nature de ces atrocités-là. C'est juste ça, si vous pouvez... Je peux revenir, les violations, elles sont multiples. Voilà, effectivement. Que ce soit le fait d'attaquer... Les violations, elles sont multiples, que ce soit le fait d'attaquer, d'empêcher les populations d'accéder à leurs champs, ça c'est déjà une violation puisque ça les prive et ça les compromet leur droit à la sécurité alimentaire. Le fait de détruire des puits, des centres de santé, ce sont aussi des exactions qui sont commises directement par les groupes armés et qui affectent évidemment les populations civiles, mais il y a aussi des attaques qui ciblent directement les civils, que ce soit des attaques meurtrières, que ce soit des enlèvements. On a pu observer aussi les cas de femmes qui ont été enlevées à la place d'aller chercher de l'eau. C'est un certain nombre d'exactions aussi, d'attaques qui ont été commises contre les convois humanitaires. On a vu ça avec très grande ampleur au Burkina Faso, où les groupes armés, pour empêcher que ces villes assiégées puissent être ravitaillées, sont violemment attaqués les convois humanitaires. Donc si on comprend bien, ce sont les groupes armés qui sont apparemment à l'origine de cette exaction. Oui, ce sont évidemment, pour ce qui concerne les villes assiégées, ce sont évidemment les groupes armés qui sont directement responsables d'avoir mis sous siège ces localités-là et toutes les exactions. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on relève dans notre rapport, il y a aussi malheureusement beaucoup d'exactions qui sont commises par l'armée, soit dans ces zones-là, soit dans d'autres parties du pays, où effectivement l'armée burkinabé a pu répondre de manière extrêmement violente en s'attaquant directement aux populations civiles qu'elle était censée venir protéger. Merci beaucoup. Oui, Burkinabé sur 12 qui est affecté par cette situation. Maintenant, c'est très difficile de faire des bilans mortels, compréhensifs du nombre de morts au Burkina Faso, parce que déjà l'accès devient un challenge. Les populations sont sous pression de la part des groupes armés et de la part des autorités, donc ce qui empêche toute discussion ou il y a une très grande anxiété à discuter avec des acteurs comme Amnesty International. Mais sinon, on se base sur le nombre de villes assiégées au Burkina Faso. Il y a près d'1 million de Burkinabés qui sont affectés par cette politique, dans 46 localités du pays, allant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment les groupes armés demandent que l'armée burkinabé affecte ces villes-là? Comment les groupes armés affectent ces villes-là? Oui, c'est une stratégie longtemps éprouvée par les groupes armés. On a pu le voir au Mali, où des sièges ont été menés contre Farabougou, Dinangourou et Tombouctou récemment. Et c'est une stratégie pour obliger les populations à choisir leur camp entre le gouvernement et les groupes armés, ou bien à les pousser à partir. C'est ce qu'on peut noter par exemple à travers les sièges qui sont menés, qui ne sont pas des sièges où les groupes armés entourent ces villes-là, mais leur présence est permanente. Il y a des engins explosifs improvisés, il y a des attaques régulières et il y a des punitions collectives contre les contrevenants à leurs injonctions de ne pas cultiver, de ne pas collaborer avec l'armée ou bien de ne pas faire paître leur bétail
dans les pâturages. Ces attaques-là, ce sont les pays seulement ou les armées aussi? Bon, sur ces attaques-là, en lien avec le siège, c'est essentiellement les groupes armés, en particulier Ansar al-Islam. Maintenant, dans sa réponse, le gouvernement a pu commettre les attaques indiscriminées contre les populations civiles. C'est ce qu'on a pu noter à Holdé le 9 novembre 2022, où une opération conjointe des soldats et des VDP, selon les témoins que nous avons interviewés seulement 2 semaines après l'attaque, a occasionné la mort de 49 personnes, dont essentiellement des populations civiles. Mais dans la région de l'Ouest, dans la boucle du Mont, en 2023, les gens parlent d'un cycle de violence et de représailles entre les groupes armés qui contrôlent les pièces d'identité pour punir les habitants des villes sous blocus comme Nouna par exemple, et les groupes de volontaires pour la défense de la patrie qui attaquent et qui font du ciblage parfois ethnique contre les populations prenant ces trajets routiers. Et les populations de ces villes-là voient leur droit être sapé, on peut dire. Oui, clairement. Donc il y a toute une violation de leurs droits humains les plus fondamentaux, le droit à la liberté de mouvement, les droits à l'éducation, les droits à la santé. Et il y a des atteintes au droit international humanitaire comme les attaques indiscriminées contre les populations civiles. Un mot en anglais pour nos collègues de la West African Democracy Radio. Okay. Sang, you can go. Salaamaaleykum ñu ngi leen di sant yéen ñëpp taskatu xibaar yi si li ngeen teew suñu conférence de presse bi nga xam ni ñu ngi ko jagleel benn rapport bu ñu bind si dund bu metti bi nga xam ni mën nañ ne 1 million burkinabé ñu ngi koy dund ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si 46 localités si dëkk bi ndaxte groupe armé yi bii di Ansarul Islam dañoo tëj accès pour si localité yooyu yëpp donc dañoo tere nit ñi ñu dox comme ni ñu daan doxee dañuy tooñ ak yelleef doomi aadama yooyu ba pare respecté wuñu mbirum yoonu droit international humanitaire maanaam suñu xoolee si ay dëkk yi nga xam ni mooy Djibo wala Seba wala Pama mën nañ ne bloc siège yooyu noonu nga xam ne Ansarul Islam mi ngi koy def Burkina Faso dafa tasaare si dëkk bi yëpp yamul rek si bët gànnaar mais dem na si ba bët Saloum dem ba si soow ak si penku donc région yi nga xam ni dañoo dend ak yeneen pays muy Côte d'Ivoire muy Mali muy Niger muy Togo ñoom ñëpp ñoo sonn si li nga xam ni mooy politique de siège boobu noonu léegi politique de siège bi day daa am benn impact si dundu population yooyu ndax parce que groupe armé yi dañ leen di tere ñu bay seen tool wala ñuy yóbbu seen gétt pour dem sàmmi dañuy attaqué tamit lu ñuy wax infrastructure civile loolu nga xam ni crime de guerre la suñu xoolee si droit international parce que des infrastructures civiles kenn waru ko attaqué maanaam ñoom ñi ngi toj pont yi di contribuer di gën a jëlale dëkk yi nga xam ni foofu lañ nekk ak yeneen dëkk yu gën a jege Ouagadougou gis ngeen par exemple régulièrement soo leen di suivre presse Burkina Faso dañuy ne pont bi nga xam ne mooy pont wu Naare boo xam ni mooy permettre nga jógee Ouagadougou dem ba dans le nord doo jaar Dori dañ koy dynamiter di ko saboter donc di tere nit ñi ñu mën dox lu ñu war a dexee ba pare mi ngi am yeneen violation maanaam toutes les infrastructures yi nga xam ne mi ngi jëm ci wàllum indi ndox mu set dañ koy attaquer di ko saboter pour yokk pression ci militaires yi mais ba pare yokk pression sur ñi nga xam ne ñooy population civile yi ñoo xam ne faruñu fenn takk duñu ay takk der donc problème boobu moo am Burkina Faso te moom la ñuy ñaawlu tey ci rapport bii nii te gis nañ ni politique de siège boobu noonu mi ngi gën a accentuer 2022 bi nga xam ni gouvernement du Burkina Faso à partir de novembre dañoo ne dañuy mobiliser lu ñuy wax des volontaires pour la défense de la patrie maanaam ay ndaw yoo xam ne dañ leen di mobiliser pour ñu jàppale militaires yi pour sàmm Burkina Faso mais gis nañ loolu bu mu amee kenn ki nga xam ne mooy njiitu benn groupe armé yi muy Ansarul Islam dafa génn def benn communication ne ñun d'accord ñu gouvernement bi dama bëgg a mobiliser ay ndaw pour mu ñu jàppale nañ léegi ñun ñi ngi menacer communauté yooyu yëpp maanaam dëkk yooyu noonu yëpp nga xam ni ay ndaw nar nañ fa mobiliser pour jàppale gouvernement bi ñun dinañ leen attaquer ba pare dinañ tëj tali yëpp ci Burkina Faso tere nit ñi ñu dox dem ak dikk comme ni mu leen neexee léegi loolu tamit maanaam beneen effet bu mu am mooy comme nit ñi bayuñu sàmmuñu te fii ñi ngi wax
ay population yi nga xam ne ay population rurale lañu maanaam ci dëkk kaw yi lañ dëkk dafa affecté lu ñuy wax seen sécurité alimentaire maanaam bu ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne dañoo daw làkk jóge Djibo ñëw Ouagadougou dañuy ne ñun bu ñu nekkee Djibo si mbirum si biir siège bi suñu lekkee benn yoon kontaan nañ ana nguur gi nguuru Burkina Faso waaw nguuru Burkina Faso ñoom ñi ngi jéem a ravitailler ville yooyu noonu dëkk yooyu noonu ñi ngi jéem a ravitailler di mobiliser ay ressources yu metti mais am na si yenn politique yi nga xam ni la ñu def day affecté aussi ndimbal bu ñu war a mën a dimbal ñi nga xam ni ñoo soxla ndimbal maanaam sànq waxoon nañ lu ñu ne képp kuy transporter yenn matériel yi si route si yenn zones yi dañ lay escorter armée bi da lay escorter loolu buñ ko defee dafa affecté ñu ñuy wax humanitaire yi nga xam ne dañuy dimbali ñëpp ñu soxla ndimbal parce que benn principe action humanitaire mooy neutralité maanaam yow waroo far fenn genre waroo ànd ak kenn yow da ngay négocier ba am accès après nga indi ndimbal mais waroo bàyyi par exemple benn camion gouvernement wala benn camion groupe armé dimbali la ba nga indi ndimbal parce que su ma nee ala nguur gi mooy est-ce que nguur gi tey amul moyen amul ay jumtukaay nga tamit non nguur gi su amoon ay jumtukaay kon du ñu nekk fii di ko wax ba di ko ñaaw parce que problème boobu moo posé wu problème mu capacité parce que sànq ñi ngi ko doon wax premier ministre Burkina Faso moom bu mu jàkkaarloo ak ndaw pencum ndaw réew mi ba mois de mai 2013 moo 2023 mi ngi ne ñun suñu kattan fu mu yem mooy 65% du territoire national maanaam lu jëm si 35% du territoire national ñun suñu kaddu pour mu jot fa wala ñu appliquer fa day metti parce que foofu noonu groupe armé yi ñoo fa nekk donc loolu day wane rek problème mu capacité bi nga xam ni autorités yi ñu ngi ko am bés bi. gis nañu ci rapport bi bu ñu xoolee maanaam da ngeen ak câble yi nga xam ne ñooy groupe armé yi est-ce que aussi gouvernement bi amu ci responsable ci yenn exactions yi nga xamante ne commettre nañ ko. waaw gouvernement bi am na ci ay responsabilités ba pare ñi nga xam ne ñoo ànd ak gouvernement yi mu di VDP yi tamit am nañ ci ay responsabilités si rapport bi wax nañ benn incident bi nga xam ne mi ngi am benn dëkk bu ñuy wax Holdé en novembre 2022 li nga xam ne ay VDP ak ay takk der ñoo dugg si dëkk bi rey fa 49 personnes ñi nga xam ne ñu si bëri ay jigéen lañ te ñu ci bëri maanaam ay famille yu bokk parce que soo xoolee dëkk boobu noonu ñuy wax Holdé village boobu noonu dafa jege Djibo te waa Djibo sax ñoo fa dëkk maanaam dañ fa doon dem di bay chaque nawet léegi blocus bi nga xam ne mi ngi am Djibo ñu ñuy tere waa dëkk ba ñu bay wala ñu sàmm di saboter seen infrastructure yi boobu amul Holdé léegi waa Holdé ñoom mën nañ bay ba di jaay waa Djibo parce que ñu bëri dañ doon jóge Djibo ñëw pour jënd dugub wala mbokk wala leneen pour mën a dund parce que comme nañ ko doon waxee soo duggee marché Djibo dara desatu fa soo amoon xaalis sax doo mën jënd dara parce que lépp tëj nañ ko yoon yi lépp tëj nañ ko léegi gouvernement bu mu ñëwee daa attaqué village boobu noonu affecté ñi nga xam ni ñi ngi jóge Djibo ak ñi nga xam ne ñi ngi dëkkoon Holdé te ñun gis nañ ni dafa nekkoon en réponse ci benn attaque bi nga xam ne groupe armé yi ñi ngi ko defoon contre benn régiment interarmes à Djibo 2 semaines avant. est-ce que tey mën nga ñëw ci recommandation yi nga xamante ni madame Goulouko wax na ko si. waaw ñun am nañ ay recommandations yu bëri yi nga xam ni ñi ngi koy digleel ñi nga xam ne ñoo bokk ci xare bu tar bi yi nga xam ne moo am Burkina Faso donc am na ay recommandations yoo xam ni ñi ngi koy sant aussi bien waa nguur gi aussi bien groupe armé yi. maanaam ñu respecter droit international humanitaire te ba nga xam ne su ñuy def seen opération ñu minimiser impact de leurs opérations si ñi nga xam ne ay civils lañ maanaam ay attaques indiscriminées comme yi ñu am Holdé wala ay attaques de convois de ravitaillement nga xam ne day am ay civils yu siy dee loolu nga xam ne groupe armé ñi ngi koy def ñun ñi ngi leen di sant ñu dindi ko ñu bàyyi ko ñu fomm ko parce que ñi ngi jiwoo ak droit international humanitaire. am nañ tamit ay recommandations en particulier pour les groupes armés maanaam siège yi ñu def ñi nga xam ne mi ngi affecté de manière disproportionnelle jéggi dayoo civil yi ñu ngi leen di laaj ñu bàyyi ko ñu ngi leen di laaj ñu bàyyi di attaquer par exemple li nga xam ne mooy ay infrastructures aquifères
wala ay puits wala nga xam ne ay jigéen suñu dajaloo pour root teen ñu ñëw fa di leen napp wala di leen dóor wala di leen tiital yooyu yëpp ñi ngi am te ñu ngi leen di laaj ñu bàyyi ko ñi nga xam ne ñooy si autorité yi ñu ngi leen di laaj ñu enquête si mbirum exaction yëpp nga xam ni ñun ñi ngi koy documenté si rapport bi mu jëm si Holdé mais mu jëm tamit si yeneen rapport yi ñu defoon mooy attaque bi nga xam ne amoon na Kerma ak Nouna yooyu yëpp ñu ngi leen di laaj ñu enquête ko te suñu enquêté ba jàpp ñi nga xam ne ñoo ko def suñu leen di atte nañ topp maanaam norme de droit de procès équitable maanaam ñu atte leen si yoon ci dëgg ñëpp aussi bien ñi nga xam ne ñoo tooñ ak ñu ñu tooñ mën a participer ci atte bi ba nga xam ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp. ba pare ñi ngi sàkku tamit ci gouvernement bi ak organisation humanitaire yi ñu toogaat waxtaan parce que ñoom gis nañ ni jiwoo nañu si 2022 bi ak 2023 te waxtu jiwoo du tey bés bii nii soxla yi dañoo jàmp pour population Burkina Faso ñi nga xam ne ñi ngi nekk dans les villes sous siège et su fekkee gouvernement bi ak acteurs humanitaires yi mën ñu toog ba waxtaan si mbirum escorte yi lu ñuy def ba éviter ko lu ñuy def tamit ba mën a rétablir ak transfert monétaire yi ci anam yi nga xam ni dina dalal xelu gouvernement bi ba pare dina permettre ñu indi ndimbal ci population yooyu kon situation bi day gën a doy waar. donc voilà merci. maa ngi tudd Ousmane Diallo nekk chercheur bureau Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest. merci beaucoup. Ousmane dafa français wala nga wax.